On a été à la Libye, à la politique de la Russie en Libye. La Russie devient un acteur majeur en Libye dans cette situation de chaos. C'est quoi la situation en Libye? C'est une situation de guerre civile. Avec d'abord, donc on parle de Bernard-Henri Lévy qui invente le bombardement des populations civiles par Kadhafi. Ça c'est comment il s'appelle, le fondateur Ronnie Broman. Ronnie Broman, oui, voilà, oui. qu'il avait, et bon, ça a été confirmé une fois. Tu m'avais dit que tu avais parlé avec, je ne sais pas si on peut le dire, le président de Human Rights Watch, oui, bien sûr, qui avait relié cette information. Et toi, tu l'appelles, tu lui dis pourquoi tu dis ça. Bien sûr, c'est il te répond que veux-tu, c'est les Américains qui décident. Ouais, donc exactement. un fake qui permet d'envahir. Exactement. La Libye. Les civils morts de Benghazi, absolument, absolument, je maintiens tout à fait. Bernard-Henri Lévy avec Sarkozy qui va aussi régler des comptes et l'éliminer pour les raisons qu'on sait. Bernard-Henri Lévy, pour la petite histoire, parce que le personnage n'est pas intéressant, il est très gourmand médiatiquement. Oui, on ne va pas focaliser sur lui, mais il est quand même, c'est quand même un acteur dans tous les sens du terme de ces problèmes-là. Il ouvre un consulat français à Benghazi sans que le ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, soit prévenu. Alain Juppé apprend, alors qu'il est ministre des Affaires étrangères, quand il sort d'une réunion à Bruxelles, c'est pour la petite histoire, mais c'est important que les auditeurs comprennent, il apprend à la télévision, par CNews, qu'il a un consulat qui vient de s'ouvrir, sans qu'il soit au courant, quoi, à Benghazi, made in BHL. Voilà, dont acte. Mais Poutine est plus intéressant que BHL. Oui, donc la situation de chaos en Libye après la chute de Kadhafi depuis 2011, août 2011. Depuis 2011, c'est un chaos et c'est une guerre civile. Il faut appeler un chat, c'est une guerre civile qui aujourd'hui voit deux factions s'affronter, le GNA à l'ouest et puis le maréchal Haftar à l'est, avec des alliances étrangères qui soutiennent le Qatar, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, la Turquie, la Russie, soutiennent les factions en guerre. Mais avant de faire un focus sur l'actualité, il faut revenir en 2011. 2011, on décide n'importe comment de faire une opération militaire de déstabilisation du pouvoir de Kadhafi, et en fait on le tue. On tue Kadhafi. Et on outrepasse le mandat des Nations Unies. Et là, les Russes, en clair, ne prennent pas la chose bien. Ils pensent qu'ils se sont fait gruger par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui n'étaient pas celles qui avaient été... Enfin, la traduction de cette résolution, c'est pas ce qui avait été décidé, quoi. Donc, à partir de là, ils ont bloqué toute initiative de l'ONU sur la Syrie. Donc, la Libye a entraîné la question du blocage en Syrie. La situation s'est pourrie, comme chacun le sait, en Syrie, où là aussi, on a eu des fantasmes qui consistaient à penser que Bachar el-Assad allait tenir 4 mois, 5 mois, puis 6 mois, puis 1 an, puis 2 ans. Ça fait 9 ans qu'il est en place. Oui, parce que les Mukhabarat, les services de renseignement, moi j'ai été 2 fois en Syrie comme guide dans les années 2000. Oui. Un pays où on se sentait très en sécurité, parce que c'était un pays sécuritaire, mais en même temps, voilà, clairement un pays où il n'y avait pas de droits de l'homme, mais en même temps une stabilité, un respect des différentes communautés religieuses. Oui, comme dans les dictatures, quoi. Et on se rappelle qu'en 2010, Bachar el-Assad, il défilait quand même sur les Champs-Élysées, quoi. Bien sûr. Avec, c'était Sarkozy. Sarkozy, oui, Sarkozy. Ouais. Voilà, et puis 1 an après, ça devient le grand méchant, etc. Bon. Donc voilà, pareil, là, c'est le chaos à nouveau en Syrie. Et donc, les Russes décident d'intervenir en Syrie. Oui, ils sont invités, enfin, ils sont priés de venir aider le pouvoir, comme ils ont un deal entre Moscou et Damas. Ils viennent soutenir le pouvoir en place de Bachar el-Assad, et ça a bien marché parce que l'alliance Iran-Hezbollah plus Russie a permis de maintenir Bachar en place, puisque la hantise de Poutine, alors là je reviens à Poutine, je crois, je ne parle pas à sa place, mais c'est clair, c'était qu'un pouvoir islamiste prenne les clés de la Syrie. Oui, parce que là, il a liquidé les islamistes. C'est une chose, et oui, parce que par rapport à l'État islamique, on pouvait l'arrêter facilement, mais en fait on l'a laissé progresser. Je me rappelle avoir parlé lors des États généraux de l'action militaire avec un de tes invités, un médecin. Oui. Je lui ai demandé, est-ce que vous pensez que c'est du délire de penser que l'État islamique, Daesh, tout ça, ça peut être aussi en partie une création
de la CIA, etc. Il m'a dit rien n'est impossible. Enfin, il n'est pas monté sur ses grands chevaux parce qu'ils n'étaient pas si nombreux que ça. Et s'ils avaient voulu les arrêter, quand on voit ce que l'Arabie Saoudite est capable de faire au Yémen en termes de bombardement, ils auraient pu les arrêter. Mais ils s'en servaient pour voilà. Et après, le monstre a échappé comme d'habitude. Voilà. Alors qu'ils étaient présentés comme une armée de libération, mais très vite, je me rappelle d'un article du Monde diplomatique en 2012, que ce soit les chiites, les chrétiens, je ne sais pas s'il y avait des druzes, tout ça, les Kurdes, ils s'étaient tous tirés de cette pseudo-armée de libération syrienne, parce qu'ils avaient compris que c'était des talibans, quoi, enfin, des moudjahidines, des intégristes. C'est clair, des branches dissidentes d'Al-Qaïda, etc. Voilà. Oui, absolument. Ok. Et du coup, l'action de la Russie en Syrie se traduit par des frappes à certains moments. Ah, tout à fait. Ils ont préservé la géographie utile, c'est-à-dire le côté ouest alawite, chiite de la Syrie. Ah, tout à fait, avec le port de l'Atakié qui donne sur la Méditerranée. Parce qu'ils ont une base militaire, Tartous, qui est une petite base qui est devenue un peu plus grosse. Et c'est leur seule fenêtre en Méditerranée. Donc les Russes avaient besoin d'un port d'attache en Méditerranée. Voilà, ils sont vraiment intervenus quand le couloir là a été menacé. Hein. Voilà. Oui. Parce que c'est des fiefs alaouites, effectivement, attaqués, tout ça. Je me rappelle d'une nuit que j'avais passée dans un cybercafé à l'Attaqué, à parler. Il y avait un Libanais, puis le gars du cybercafé. Et je me rappelle, le Libanais, il dit Israël peut anéantir le Liban ou la Syrie, je ne sais plus, en une nuit, mais ils viendront jamais au bout du Hezbollah. Donc ils étaient très fiers du Hezbollah. Bien sûr. Avec le Hezbollah qui est d'ailleurs en pleine activité dans le chaos libanais aujourd'hui, mais c'est encore autre chose ça. Okay. En tout cas, Poutine fait son choix, l'assume, fait un discours très intéressant d'un point de vue de sa posture politique au Conseil de sécurité des Nations Unies en 2015, et à partir de là, il lâche les avions et les canons, enfin c'est parti quoi. Et il a laissé la coalition, les Américains, les Français bombarder Daesh, et lui il a verrouillé la géographie utile, il a nettoyé les poches, comme il le dit lui-même, islamiste, trop proche de Bachar, quoi. Donc il a protégé Bachar avec l'aide des Iraniens bien sûr, qu'on oublie dans cette affaire. Voilà, alors on se rappelle qu'il y a des destins un peu proches dans la politique récente de la Libye et de la Syrie, parce que est-ce que la Libye, est-ce que c'était un régime basse ou c'était quelque chose à part entière? Avec Kadhafi, c'était un régime laïque qui était courtisé par tout l'Occident, on disait que c'était le progrès et tout ça, quand il a fait le coup d'État, je crois, en 69. Oui, il a gentiment dépossédé son oncle, le roi Idriss, sans effusion de sang, mais on peut quand même dire que Kadhafi, après, a eu la folie des grandeurs et est devenu une sorte de personnage assez insolite, quoi. Et très populaire en Afrique parce qu'il distribuait beaucoup d'argent, il faisait les ménages dans le désert aussi. Kadhafi, il a fait beaucoup d'actions, c'est un individu très étrange. Je me suis penché, moi, à titre comme ça, sur sa biographie, sur ses écrits, à ses foutraques, etc. Il était un compagnon de route de Mandela et d'Arafat, mais il a liquidé quand même beaucoup de gens. Enfin, voilà, et puis il a une position... Et puis je crois qu'à la fin depuis quelques années, niveau connaissance, culture de sa population, ça avait beaucoup baissé. Il avait le petit livre vert, je crois. Oui, en gros, il avait juste ce qu'il fallait savoir. Bon, c'était quand même vraiment une... Enfin, c'est un... Voilà. C'est un programme politique rempli d'élucubrations. Enfin, c'est intéressant de le lire, parce que c'est vraiment assez décalé. Voilà, c'est comme Poutine, c'est pas parce qu'on est contre la mondialisation et l'Occident qu'on devient une sorte de prophète ou de valeur refuge, quoi. Il faut se méfier de ça. Donc, il chute en 2011, et pareil, la dynastie de Bachar. Voilà. Il est assassiné. Oui, surtout qu'il ne parle pas, c'est systématique. Pareil avec Saddam Hussein, qui était un ancien espion de la CIA. Il ne faut surtout pas qu'il parle. Oui, bien sûr. Donc on les liquide, comme les terroristes d'ailleurs en France. Ils sortent de prison, ils font le boulot, on les bute comme ça. Voilà. Ils ont été liquidés physiquement, Saddam. Mais enfin, Kadhafi n'a pas été jugé, il a été tué à coups de pistolet sur un capot de voiture. Enfin, voilà. Et puis donc du côté des Assad, Hafez al-Assad, le père de Bachar al-Assad, qui avait succédé à une série de coups d'État, il prévoyait que ce soit son autre fils qui ait le pouvoir, son fils meurt dans un accident de voiture, et Bachar est rappelé de Londres, c'est pas quelqu'un qui a eu le pouvoir. Exactement. Mais et puis alors il y a eu le printemps de Damas,
certains disent que... Enfin, moi, je pensais qu'il avait vraiment l'idée de démocratiser le pays. D'autres m'ont dit non, il a juste laissé sortir les opposants pour les identifier. Et c'est l'arrière-garde qui a repris le pouvoir avec lui. Pour moi, c'est un peu difficile de savoir. C'est compliqué parce que est-ce qu'il est une marionnette du système du clan alaouite proche, mais il a quand même aussi... C'est pas que des alaouites d'ailleurs, hein. J'en avais parlé avec... c'est pas que des alaouites. Avec un ismaélien de Grenoble, là... C'est pas que des alaouites. Non, mais lui, il est alaouite et, oui, bien sûr. Ça joue, quoi. Oui, ça joue. Alors, on rappelle que les alaouites, c'est une branche du chiisme, où il y a pas mal d'éléments même qui remontent à Pythagore, ils peuvent boire de l'alcool, ils font pas le ramadan, il y a le Djebel alaouite en Syrie, c'est en particulier, les femmes ne sont pas du tout voilées. Ah, tout à fait. Il y a une tolérance à ce niveau-là, ce qui fait qu'ils sont détestés forcément par les salafistes et par pas mal de personnes qui se veulent les vrais gardiens de l'islam. Bien sûr, et par les frères musulmans, etc. Mais absolument. Ok, revenons sur la Russie. Parlons de l'Ukraine, parce que ça c'est extrêmement important. L'Ukraine, ça a été vraiment le berceau de la Russie historique, avec ça c'est important aussi de le préciser. Les Varegs, qui sont les Vikings, qui conquièrent cette région-là au IXe siècle, ils établissent le Russe de Kiev. Ils soumettent les Slaves, comme d'habitude on tue les guerriers, on prend les femmes, ce qui fait cette double composition avec une population d'origine scandinave, donc anglo-saxonne, qui rejoint d'ailleurs les anglo-saxons américains et les vikings. Cette fierté blanche, cette fierté ethnique très expansionniste, qui explique aussi aujourd'hui peut-être cet axe Poutine-Trump, avec l'idée de la suprématie blanche, mais ça remonte à très très loin. Et donc l'Ukraine, c'est fortement identitaire pour la Russie. Je crois que c'est depuis le XVe siècle, peut-être l'époque de... Alors je confonds un peu les tsars là, Ivan, ou Ivan le Terrible, que la Russie donc, est rentrée... Enfin, que l'Ukraine est rentrée en... en Russie. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 2000 et jusqu'à récemment en Ukraine? Ce qui a vexé Poutine, vexé, hein, c'est le terme que je choisis, c'est que dans ce pays qui est coupé en deux, en gros, pour faire simple, l'Ukraine a sa partie ouest europhile, qui louche vers l'OTAN, qui louche vers l'Union européenne, etc., et la partie est, russophone, russophile, qui louche vers la Russie. Donc ce pays est divisé. Et il y a eu des gens extrêmement intéressants qui ont gouverné l'Ukraine. Yushchenko, Yanukovych, c'était le rejeton de Moscou. Tu peux nous rappeler ce que c'était la révolution orange, qui fait partie de ces révolutions colorées là? Oui, c'était la même chose que les révolutions de la Géorgie. C'est-à-dire qu'on veut plus de démocratie, et la société civile bien instrumentalisée par des fondations type Soros, et puis des groupes, on va dire, soutenus par les Américains, font une ingérence sociétale, en clair, et politique dans l'Ukraine. Et puis ils obtiennent gain de cause, et puis on voit arriver des gens un peu plus éclairés, enfin, un peu plus démocrates, on va dire, hein, comme ça en apparence, à la tête de l'Ukraine. Et l'Ukraine, dans un strabisme divergent, c'est-à-dire la partie est louche vers la Russie, la partie ouest vers l'Union européenne, fait un accord de pré-adhésion à l'Union européenne. Et ça, il n'a pas supporté, Poutine. Il y a des choses qui auraient concerné évidemment toute l'Ukraine. Voilà. Il y a des choses que Poutine ne supporte pas objectivement. Qu'on ait des missiles et des canons et des tanks, même s'il n'y en a que 60 dans les pays baltes, ce n'est pas 60 chars qui vont impressionner Poutine. Oui. Mais des canons, des missiles, ça avait été l'objet d'un travail de recherche à Sciences Po d'ailleurs sur la crispation entre l'OTAN et la Russie. En même temps, si on voit les choses du point de vue des États baltes et de la Pologne, quand on voit ce que la Russie a fait subir à la Pologne depuis 2 siècles, jusqu'au massacre des officiers Chachine, c'était... Katyn. Voilà. Pardon. Tout à fait. Voilà, donc on peut comprendre. Oui, enfin, je vois mal déferlante de tanks arrivant en Pologne. Enfin, je crois qu'il faut définir si la Russie est un ennemi ou pas. Je pense que la Russie n'est pas l'ennemi de l'Europe. Donc des canons, des tanks, des missiles nucléaires pointés sur la Russie, c'est des mesures vexatoires. Le fait de vouloir arracher de plus en plus d'anciens du pacte de Varsovie pour les ramener dans le giron européen, c'est aussi des mesures qu'ils considèrent comme vexatoires. Et en même temps,
on a besoin, il faut être réaliste, on a besoin du gaz et du pétrole russe, puisqu'on n'a pas de gaz, on n'a pas de pétrole. Nous, on n'en a pas. Et puis éventuellement des Russes pour faire le sale boulot, quoi. Pardon ? Puis éventuellement des Russes pour faire le sale boulot à un certain moment. Non ? Oui, aussi, mais... Ça dépend qui. Oui. Ok. Bien sûr. Alors... Oui, pour revenir à l'Ukraine, excuse-moi, on part un peu de tous les côtés, mais comme tout est lié en géopolitique, c'est dur d'éviter. La Libye est liée, l'Ukraine est liée, c'est-à-dire que il y a une forte irritation de la part du pouvoir russe, donc de Poutine et de son système, vis-à-vis de l'Union européenne. Forte irritation. Et dans le même temps, comme dirait l'autre, c'est quoi l'Union européenne pour Poutine, qui lui fonctionne dans le bilatéral, non pas dans le multilatéral. C'est-à-dire qu'il pense comme les Américains ont pensé avant, c'est quel numéro de téléphone l'Union européenne, quoi, avec qui je parle. Donc lui, il a du bilatéral avec les Italiens, avec Merkel, avec les Espagnols, il vend son gaz, son pétrole, etc. Mais l'UE, c'est une entité un peu gazeuse pour Poutine, sauf qu'elle est nuisible pour lui, puisqu'elle lui applique des sanctions fortes. Elle n'est pas nuisible que pour lui, malheureusement. Elle l'est pour lui, en tout cas de son point de vue, puisqu'elle le sanctionne. Elle sanctionne la Russie d'un point de vue économique. Et en même temps, on fait des affaires avec eux, on achète du pétrole. Enfin, c'est une situation extrêmement confuse et inédite. Et lui, il utilise exactement comme les Turcs, la Libye comme un territoire d'affaiblissement, une entrée sud, au sud de l'Europe. Il a mis un pied avec des mercenaires, avec des troupes, avec des conseillers, avec des troupes spéciales, avec des services d'espionnage en Libye. Ça date de quand, ça ? Ça fait 3 ans. 3 ans. 3 ans. Et là, maintenant, un peu plus, mais il soutient vraiment le maréchal Haftar, quoi. C'est-à-dire qu'il soutient le maréchal Haftar. Qui lui d'accord, avec l'Égypte, donc... à l'Est. Son rapport à l'islam du maréchal Haftar... c'est un laïc croyant, c'est-à-dire que le fait religieux a peu d'importance, dans un pays très religieux. C'est un ancien de Kadhafi ? C'est un ancien de Kadhafi, puis dissident, parti aux États-Unis, c'est un militaire. D'accord. Puis c'est pas un boy scout, c'est pas un tendre. Oui, c'est pas un tendre. Oui, on peut s'en douter. Voilà. Et là, il y a des menaces turques envers l'Égypte, égyptiennes envers la Turquie. Donc la chose monte en mayonnaise, là, les tensions deviennent plus fortes en Libye, toujours pareil, fruit de notre aventure absolument dramatique. Je parle de l'aventure française, un peu américaine et anglaise, Sarkozy, machin, pour faire tomber Kadhafi, et maintenant la Russie qui s'en mêle, quoi. Donc c'est un conflit international qui a lieu aujourd'hui. Il y a 7 ou 8 pays engagés, physiquement, militairement, avec des hommes par terre, en Libye. Bien sûr. Plus la l'enjeu des migrants. Énorme. Bien sûr. C'est un sacré... Alors ce qui est étrange, pour finir, c'est qu'il y a des tensions entre la Russie et la Turquie, mais la Russie vend des missiles SS-400 nucléaires, courtes, moyenne portée, à la Turquie, et puis ils s'entendent quand même sur le fait que l'ami, mon ennemi est mon ami, l'ennemi de mon ami est mon ennemi, etc. C'est ça. Donc ce qui nuit à l'Europe intéresse la Russie au jour d'aujourd'hui, en particulier avec la carte libyenne. Voilà, fin de la démonstration. Alors, c'est clair, pour, rien, oui, si. Pour ce qui est de l'Ukraine aujourd'hui, on en est où? Alors, c'est qui est au gouvernement? C'est un comédien. Quelle position il a par rapport à la Russie et par rapport à l'Europe? C'est un comédien qui a succédé à, comment il s'appelle, Zelensky, qui a succédé à Poroshenko, et c'est un comédien, un artiste. Ah, d'accord. Oui, c'est un artiste de métier, de cinéma et de théâtre, qui est plus proche de la Russie que ne l'était Poroshenko. Donc, les tensions entre Kiev et Moscou se diminuent. Et puis il y a tous les accords de Minsk en Biélorussie qui sont pas bien respectés parce qu'il y a une partie quand même sécessionniste à l'est, la région de Donetsk, Luhansk à l'est de l'Ukraine qui est à moitié annexée, qui est autonome sans l'être, à moitié annexée. Est-ce qu'on peut réalistement, je ne sais pas si le terme existe, de façon réaliste, penser à une scission de l'Ukraine, un peu comme la révolution de velours en Tchécoslovaquie, entre la République tchèque et la République slovaque aujourd'hui? Peut-être, parce que de fait, il y a avec le fait que la partie pro-européenne garde sa souveraineté, son mode de vie. Peut-être. C'est pas au programme en tout cas. Peut-être.
peut-être, ou alors ça fera... C'est difficile d'être un devin, mais on ne peut pas l'exclure. Et ça peut faire exactement comme la République de Tiraspol, c'est-à-dire la République à l'est de la Moldavie, la Transnistrie, qui est un pays qui n'en est pas un. Qui a effectivement, je vais jamais entendre parler. Alors c'est la partie est de la Moldavie, qui n'est ni moldave ni russe, qui est transnistrienne. La Transnistrie, c'est un tout petit territoire, avec un parlement, un gouvernement, un président, etc., mais qui est à moitié annexé par la Russie. Donc c'est un conflit gelé. Les Moldaves ne veulent plus prendre d'assaut la Transnistrie. La Transnistrie ne veut pas prendre la Moldavie d'assaut. Et ça fait penser exactement à la situation de la République, qui s'appelle comme ça, de Donetsk, Lougansk, à l'est de l'Ukraine. D'accord. Ok. Où tout le monde ment, bien sûr, personne ne reconnaît, alors que c'est évident qu'il y a des armes russes, des troupes russes, qu'il y a une porosité avec la frontière. Enfin, les Russes sont chez eux, quoi. Très bien. On va faire une deuxième pause. Oui, bien sûr.